Merci beaucoup. Nous allons sortir un petit peu de ce rêve que dans lequel vous nous avez accompagnés. Rêve devenu réalité, puisque pour nous, en ophtalmologie, c'est du quotidien, le laser femtoseconde. Et donc, évidemment, bravo, une grande reconnaissance. Je pense que tout le monde appréciera aujourd'hui, parce que c'est un peu exceptionnel. Je pense que vous avez le privilège de croiser un prix Nobel et la sérendipité, qui n'est pas quand même quelque chose de très usuel comme mot, et que je suis sûr vous ferez bon effet dans certains dîners en ville. Pour en parler précisément, je donne la parole à Philippe Guin, qui est chef de service au CHU de Saint-Étienne, qui justement, avec l'équipe et les différentes équipes de Saint-Étienne, a réussi à développer le laser femtoseconde dans des applications complémentaires. Juste avant, je m'excuse, je te prends un peu de temps. Monsieur, il n'y a pas de problème. Et juste à propos de sérendipité, comme c'est pas, je sais, il n'est pas dans le dictionnaire. Hein. C'est le marquis de Sérendip. Oui, vous l'avez regardé. Hein. Mais enfin, c'est pas quelque chose de vraiment classique. Et on cite souvent comme exemple, l'exemple le plus magnifique de la sérendipité, c'est Christophe Colomb, qui cherchait la Chine. Et en cherchant la Chine, il a trouvé l'Amérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Bien, je vous remercie. Juste une petite parenthèse. Donc, on a un cocktail à 18h, auquel vous êtes conviés, bien sûr, qui se passera un petit peu plus loin au sein de la faculté. Donc, on va montrer notre professionnalisme en ophtalmologie en respectant les timings des communications. Voilà, merci. Bien, laser femtoseconde, la sérendipité à la révolution pour l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Je tiens tout d'abord à remercier le président Benamou de l'Académie nationale de chirurgie, le PAST président, le professeur Mar, monsieur Rosenbaum, secrétaire de séance, madame la sénatrice, qui me fait l'honneur de sa présence, les éminents collègues qui sont là, dont j'ai connu certains petits, d'autres moins, et évidemment communiquer sur la sérendipité en faisant suite au prix Nobel de physique 2018, je reconnais que dans une vie, je n'aurais pas imaginé le vivre. Et j'ai d'autant plus de plaisir de le faire que j'ai un petit garçon qui est âgé de 7 ans, qui joue bien au tennis. Et je lui ai expliqué, car il me demande souvent, est-ce que papa, tu es bon? Je lui dis, je suis pas mauvais, oui, peut-être. Mon élève, le professeur Turet, qui est aussi chairman de cette présentation, Institut universitaire de France Junior, qui est un marqueur de qualité des meilleurs universitaires. Là aussi, il a la classe internationale. Et je lui ai dit, ben là, on va être devant la classe mondiale, qui s'appelle le prix Nobel. J'ai comparé, car il aime bien le numéro 1 mondial de tennis. Ben, c'est comme si je faisais des balles avec le numéro 1 mondial. Alors, je ne sais plus si c'est Djokovic, Nadal ou Federer, je dois dater un peu, mais voilà. Donc ce sont des grands moments, au passage comme c'est retransmis, je lui dédicace cette communication. Nos yeux aiment les photons, et les photons le leur rendent bien. Que deviendraient-ils lorsqu'ils tombent presque inéluctablement malades, car au-delà de 50 ans on est presbyte, à 60 on fait une cataracte, à 70 un glaucome, à 80 une DMLA, pour beaucoup d'entre nous, et je commence à en faire partie, sans cette armée de photons organisés et véloces, ceux du laser, capables de se mettre au service de notre discipline, l'ophtalmologie, pour diagnostiquer, car on ne pourrait plus faire d'ophtalmologie sans par exemple l'imagerie OCT, qui permet de faire une coupe incroyable de la macula. J'ai connu évidemment l'ophtalmologie d'avant, c'est une chance, ou une malchance, ça veut dire que je vieillis, ou traiter d'une façon si raffinée tant de pathologies. Et la sérendipité, je tairai ici les synonymes qui peuvent être le coup de chance, le coup de bol, le coup de gna gna gna, mais là je ne dois plus le dire car ça va être retransmis. La sérendipité, le fameux hasard qui sourit souvent aux audacieux, comme le professeur Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018 pour le laser femtoseconde, et l'illustration du spot de laser dans son étudiant, qui n'a pas fait fermer le laboratoire, mais qui, au contraire, par la clairvoyance de président d'université malin américain, lui ont dit « on vous rajoute $1 million pour vos recherches ». Fait souvent bien les choses, comme nous allons illustrer ensemble au cours de notre présentation commune.
Aurait-on fait imaginer il y a quelques années que sur la base de sa fantastique découverte outre-Atlantique, nos trouvailles de chirurgiens-chercheurs à Saint-Étienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, 6e région économique d'Europe tout de même, allaient révolutionner l'intervention la plus fréquente au monde, en l'occurrence la cataracte, grâce à la photoémulsification, les photons cette fois-ci. Laser grâce à une triple sérendipité. Cette triple sérendipité, la voilà. Elle est due à des professeurs ou des docteurs. Le premier s'appelle le professeur Paul. C'est aussi un professeur de physique, agrégé de physique, major de l'agrégation, professeur en prépa, en maths spé uniquement. Il a formé quelques X, quelques centrales parisiens, etc. Qui un jour me dit, Philippe Guin, intéressez-vous aux interactions, c'était il y a 10 ans, laser corné, car il y a des bons à Saint-Étienne. Professeur Mourou, vous aviez été invité à Saint-Étienne pour faire cette communication, puisqu'il s'agit d'un des... Vous attestez la qualité du femtoseconde à Saint-Étienne, car il y a des bons à Saint-Étienne, des bons physiciens des lasers. Je lui ai dit à ce professeur, je lui ai dit, mais monsieur, tout est déjà fait, puisqu'il y a déjà depuis plusieurs années un laser capable de faire la chirurgie réfractive, en l'occurrence le fameux LASIK, de découper la cornée de façon incroyable, bien mieux que la main humaine. J'ai démarré, moi, à découper des cornées en faisant des kératotomies radiaires avec une lame diamant que peu d'entre nous dans la salle ont connue. Donc j'y suis allé car c'était un visionnaire et impossible de faire autrement que d'aller vers son idée. Donc je suis allé voir un physicien de haut rang, et c'est le deuxième coup de chance. Je suis content, Philippe Guin, que vous veniez me voir, parce que vous, les ophtalmos, vous utilisez des lasers pour découper les cornées de la myopie sans même comprendre comment ça marche. Je lui dis, ben oui, c'est bien le défaut que l'on a, c'est que du moment que ça marche, peu importe qu'on sache comment ça marche, puisque ça marche. C'est le but qui nous intéresse, c'est pas la compréhension. Et nous, on n'oserait même pas le faire sur nos morceaux de métal ou nos morceaux de verre. Donc, merci d'être venu. Et je lui dis, ne me remerciez pas, parce que je ne serais pas spontanément venu, je suis venu grâce au précédent. Deuxième sérendipité, ce physicien, peu de temps après, me dit, Philippe Guin, car on travaillait sur la cornée et sur la greffe de cornée. Notre laboratoire était très spécialisé sur la greffe de cornée, mais maintenant, s'il s'est élargi au cristallin, et vous verrez pourquoi, et même à la rétine. Je vais vous proposer, si vous voulez, voilà le deuxième physicien, s'appelle Cyril Mauclerc, du laboratoire Hubert Curien, un grand laboratoire de physique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Je vais vous proposer un turbo dans le femto pour découper vos fameux greffons cornéens. Ouais, je lui dis, est-ce que ça découpera mieux? Parce qu'on veut qu'il soit bien découpé. Il me dit, non. Bon, qu'est-ce que ça m'apportera? Il me dit, ça vous les découpera beaucoup plus vite. Au lieu de les découper en 10 ou 20 secondes, ça vous les découpera en une demi ou une seconde. Ah, je dis, le temps, c'est quand même de l'argent, même si un greffon cornéen ne bouge pas, il est dans une boîte. Donc, banco, je prends. Et cette innovation, qui fut fondatrice de ce que je vais vous expliquer après, là aussi, est liée à un fait du hasard. Enfin, troisième sérendipité. Dans nos travaux de thèse, que désormais je mets à huis clos et sans aucune publication, bien de temps en temps, il y a sûrement des choses intéressantes dont je ne me rends même pas compte. Et dans une thèse de science, hein, pas de médecine, l'un des chercheurs a appliqué ce laser femtoseconde pour la découpe de greffons. Heureusement, on ne l'a pas écrit dans la thèse. Je sentais quand même que ça, il fallait se méfier. On a posé le brevet. Et dans cette thèse, j'ai invité des gens, car beaucoup de découvertes, nous souhaitons évidemment la transmettre aux patients, on ne peut le faire que via l'industrie. Donc j'avais invité un ophtalmologiste vétérinaire, qui est ici présent, Dr Fabrice Romano, qui n'est pas sa première entreprise de technologie médicale, dans la thèse. Et il m'a dit, waouh, ce que vous avez fait pour découper vos cornées, c'est magnifique, mais on ne va pas s'en servir pour découper les cornées. Et je lui dis, ben pourtant on est bon en cornée, on vaut sur l'échelle de Richter, ou l'échelle de, j'ai oublié le nom, là, des preuves de concept, on est plutôt 6 ou 7, alors que pour découper autre chose, on est plutôt 1 ou 2. Et il m'a dit, oui, mais
un ou deux avec un business mondial qui est égal à 100 fois la greffe de cornée, avec de l'argent, il y aura du monde, et là on pourra faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a utilisé cette brique technologique qui a fondé une start-up magnifique, présidée par le Dr Romano, qui s'appelle Keranova. La brique technologique qui manquait. Donc après la phacoémulsification, qui est l'intervention classique aux ultrasons, phacoémulsification ultrasonore, en route vers la photoémulsification, laser. Keranova est une start-up qui exploite cette technologie depuis. De nombreux autres brevets de la start-up sont là, évidemment pour la solidifier. A été 2 fois French Tech 120, qui est un label qui récompense les toutes meilleures start-up prometteuses françaises. Rappelons que la phacoémulsification aux ultrasons, c'est le standard actuel. Procédure efficace, personne ne discutera, rapide, bien tolérée, mais 100% manuelle. Opérateur dépendante. Je tairai mon âge, mais désormais, je suis moins à l'aise que 20 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt. Parce que ça reste ma main. Et on doit en effet faire toutes les étapes, il y en a 4 ou 5, comme vous voyez ici, à la main. Le challenger de cela, depuis déjà une décennie, s'appelle la chirurgie de la cataracte au femto, mais sans turbo. Sans turbo. Elle a même un petit nom, Flax, il n'est pas répandu, puisqu'elle n'a pas trouvé son marché. Procédure elle aussi avec un laser, mais sans le turbo, qui est donc répétable, mais qui ne fait que 20% du geste, les 80% restent à la main. Diminution du recours aux ultrasons, mais il y en a besoin. Elle a, pour inconvénient, une efficacité équivalente à la phaco et surtout des coûts bien plus élevés et une logistique complexe. Il faut déplacer les patients. C'est une usine à gaz. Donc, le futur est dans la photoémulsification avec ce laser robotisé doté d'IA, procédure automatisée qui permettra d'être très répétable. 80%, c'est la machine. Presque plus la main. Donc laser ultra rapide, maîtrise de l'énergie envoyée, avec un brevet original que je vous exposerai, et procédure 0 ultrason. Donc voilà à quoi ressemble la machine, donc mobile tout en un, si besoin, un appareil d'ultrason, système mobile, bras robot et laser fibré, traitement automatisé, gestion de l'énergie, qui va faire un traitement custom, traitement 0 phaco. Voilà la brique technologique initiale, le fameux brevet, qui n'a pas été dans une thèse, sinon c'était cuit. Cette brique technologique permet un traitement multispot. Ça n'est pas un scanner qui déplace un laser, dont sont familiers depuis 15 ans les ophtalmologistes. Là, c'est un traitement qui modifie le masque de phase, avec une modification dynamique du front d'onde, qui fait qu'au niveau du point focal, le laser est séparé en une matrice de points de même énergie. Un peu comme la pomme d'arrosoir versus l'arrosoir sans pomme. Donc, permettant ainsi ce traitement multispot, qui permet, en envoyant une matrice de spot qui va se déplacer, d'accélérer la procédure. À ma gauche, le laser conventionnel, qui va faire pour un même traitement 12 lignes, des demi-tours, 23 étapes en tout. Imaginez une route de montagne des années 80, que j'ai bien connue, où il fallait serpenter pour monter dans les stations. Depuis les Jeux Olympiques, le turbo, il y a une autoroute qui vous emmène en passant 3 virages et en roulant à 130. Donc ce turbo, appelé aussi Femto Matrix, permet ainsi d'envoyer l'ensemble des spots, faire un virage et repartir dans l'autre sens. Et ce qui permet ainsi de découper 20 fois plus vite qu'un Femto actuel. Autre innovation, il y en a d'autres, mais on va pas les passer en revue. On peut aussi adapter automatiquement l'énergie de découpe à chaque cristallin.
avec un TSS, c'est breveté, on l'a même publié, le brevet a été posé, donc on l'a écrit parce que c'était quand même assez agréable de le publier, qui mesure des seuils de photodescription tissulaire dans différentes zones et qui permet ainsi, par une imagerie OCT live, de voir des bulles de cavitation et dire si la bulle est petite, c'est qu'il fait une grosse dose, si la bulle est grosse, c'est que le laser faisait encore mieux son effet. Et donc il permet ainsi de cartographier les zones de dureté du cristallin de façon custom et d'envoyer pour chacune des zones l'énergie nécessaire et suffisante pour la photoémulsification du cristallin. Voilà, ça donne ça sur ce cristallin. En blanc, c'est mou, le laser il va doucement. En jaune, c'est moyennement dur, le laser envoie un peu plus. En rouge, c'est très dur, il en envoie beaucoup plus. Étude de faisabilité, je vous présente ici une courte vidéo qui, depuis, a bien évolué. Décembre 2019, premier essai clinique effectué aux côtés du docteur Pavel Stodulka, qui est un garçon de très haut niveau. Sur 27 patients, de grade 1 à 6, ce sont des grades de dureté du cristallin. Plus c'est le chiffre est fort, puis il est dur. Avec évaluation du TSS, la capsulotomie, de la photoémulsification, 25 des 27 patients sont traités en 0 phaco. Et voilà à quoi ressemble le geste. Donc femtomatrix. Patient H, c'est homme, 67, c'est homme, grade 4, c'est assez dur. Et là, vous allez voir ici, voilà, les petits cubes réalisés en 30 secondes. S'il y avait un laser normal sans turbo, il faudrait 20 heures. Pas compatible avec une chirurgie de la cataracte. Voyez-vous les petits cubes? Qui montent dans le cristal. Évidemment, l'imagerie est live par une imagerie OCT qui permet de savoir où tape. Résultat, 12 étapes de découpe en noyau spatial de 500 microns sur 6 mm de diamètre, soit 12 000 petits cubes. Il faudrait 20 heures à voilà. Et là, il ne reste plus qu'à aspirer les petits cubes. Là, ici, ce sont des personnes qui mettent un liquide dans l'œil et l'autre qui aspire les cubes. D'une façon, pièce à main, d'irrigation d'aspiration. Rentrer dans le trou sans ultrason parce qu'on les a découpés comme une bouffe, tout petit fragment. Voyez la gaufre, les morceaux de sucre mouillé en quelque sorte. Le laser conventionnel, on fait une pizza. Ici, on met la pizza dans le blender sur la main. C'est l'équipe de Caranova et de la chirurgie des premières. C'est fini.
Je te donne parce que c'est toi maintenant qui... Est-ce que vous voulez, on va continuer avec l'intervention du professeur Baudouin et puis on vous posera peut-être des questions ensuite sur les deux communications. Merci beaucoup. C'était remarquable. Oui, c'était vraiment fantastique. Hein. Applicable en clinique dans combien de temps? Toutes ces questions, docteur Romano, vous les... Oui, on posera des questions au docteur Kiranova qui est avec nous. Alors justement, on va continuer sur le laser et la cataracte avec la communication de professeur Christophe Baudouin, qui chef de service à l'hôpital des 15-20, et qui va nous parler de la chirurgie de la cataracte par laser femtoseconde, et je crois un petit peu aujourd'hui et demain. Alors, c'est une histoire de serpent de mer que je vais vous raconter, ou en tout cas essayer de vous faire suivre. On a vu la queue du serpent, là. Mais avant la queue, il y a quelques bosses. Alors, les quelques bosses, ont commencé à la fin des années 80, quand la chirurgie de la cataracte s'est trouvée avec une volonté et une technologie qui permettait de réduire la taille des incisions, donc le traumatisme chirurgical. Ça se faisait aux ultrasons, ça s'est toujours fait aux ultrasons, mais par différents canaux et différentes médiatisations. Ultrasons, ça ne voulait pas dire grand-chose à part l'échographie, donc ça s'est transformé bizarrement en laser. C'était la cataracte au laser. Ce qui fait que pendant les années 90, que j'ai quand même connu aussi en tant que chirurgien, le patient nous disait « vous opérez bien avec le laser ». Alors, au début, on disait « non, c'est les ultrasons ». Puis, à la fin, on avait un peu assez. Alors, on disait « oui, c'est au laser », parce que c'était en fait pour différencier la nouvelle technologie de l'ancienne technologie, celle à grande incision des prédécesseurs. Alors, bon, ça existait, on faisait des ultrasons, il y a eu des tentatives plus ou moins ratées, pour ne pas dire complètement ratées, de délivrer par des sondes une énergie, mais c'était toujours beaucoup moins efficace que les ultrasons. Et depuis une dizaine d'années, la cataracte au laser est devenue une réalité. Mais ce n'est pas la cataracte au laser, uniquement par laser. C'est cataracte au laser qui aide à réaliser la cataracte aux ultrasons. Et c'est ça qui permet de comprendre le deuxième épisode. Le souci, c'est que le présent n'est pas réellement là. La technologie est là. On perçoit bien que l'avenir passera par ça, mais la technologie n'est pas vraiment au point. Et c'est un peu ça le problème, à cause des circuits. Donc, à la différence de la chirurgie, chirurgie réfractive qui va vous être exposée dans un petit moment, où là, le saut technologique était tel que la situation où la chirurgie manuelle pour arriver à des découpes cornéennes n'avait plus aucun sens, et le laser a évidemment complètement balayé ce qui précédait. Indiscutablement, dans la cataracte, ça n'a rien balayé du tout. C'est une espèce de balayage avant, balayage arrière, avec quelques espoirs technologiques. Je ne vais pas commenter ce tableau compliqué. C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut acheter, si on a envie d'en acheter, on peut avoir 5 machines. Toutes ces machines ont en commun de reposer sur quelque chose qui est, d'une manière générale, un progrès chirurgical majeur, qui est la réalité augmentée, c'est-à-dire l'imagerie au service de la chirurgie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des spécialités, et c'est quelque chose de très important. C'est l'imagerie qui va guider la précision. Parce que quand on est dans des précisions où le temps d'impulsion est de l'ordre du femtoseconde, lorsque on est dans des temps opératoires qui se font en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, et quelques dizaines de secondes, on trouve encore que c'est trop long, il est évident qu'il faut qu'il y ait une imagerie qui guide, et il faut une technologie qui soit associée. 4 de ces machines posent le problème que Philippe Guin a très bien résumé, c'est-à-dire une gestuelle, une organisation, une logistique compliquée. On met le patient dans une première salle, on fait la première technologie, et ensuite on fait la deuxième technologie un peu plus loin. Compliqué. Et donc, le besoin d'avoir une technologie intégrée sur le site opératoire complet est apparu avec une de ces machines, et évidemment avec ce qui vient de vous être montré. Alors, pour vous donner une idée que c'est quand même pas le genre d'engin qu'on transporte dans sa valise facilement, et que donc on se rend compte aussi que parfois c'est plus facile de déplacer le patient que de déplacer l'engin. Alors, quelques idées, quelques vidéos pour montrer un peu en quoi ça consiste. Le laser femtoseconde sert avant tout à aider dans certaines étapes de la chirurgie. Les étapes vont être les incisions, l'ouverture de la capsule antérieure et
la préfragmentation du noyau. Préfragmentation ou fragmentation complète, je reviendrai dessus, parce qu'évidemment, le point crucial de différence entre les machines repose sur ce mot-là, cette nuance. Alors, ce que je vous montre là, c'est toute la partie embarquée de l'imagerie. C'est-à-dire que c'est celle qui va guider. Alors, ça s'appelle de l'OCT, acronyme anglais, pour dire que ce sont des scans, en quelque sorte, d'imagerie des différentes structures oculaires, la cornée, le cristallin, on peut noter sa profondeur, on peut noter l'épaisseur cornéenne, on peut noter l'emplacement exact de l'enveloppe antérieure que l'on va ouvrir et que l'on va découper. Et tout ça, c'est lié au système. Et en fait, le système de visée et l'organisation, là vous avez le phintosgone, on dit les microbules qui apparaissent petit à petit. Le système d'installation est plus long que le système de délivrance. La capsule est déjà découpée. Quand on le fait manuellement, ça va durer une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes, avec parfois quelques aléas. Quand on le fait au laser, évidemment, c'est quelques secondes. Là, c'est la préfragmentation. Je vous ai parlé de pizza. En fait, l'importance du laser phintosgone, c'est qu'il transforme la matière. Et il va créer à la place de la matière une microcavité plasmatique, gazeuse, d'environ un micron de diamètre. Cette transformation de la matière réalise un véritable bistouri, puisque si on superpose les micro-cavités, on peut les organiser comme on le souhaite, dans le sens que l'on souhaite, avec la forme que l'on souhaite, à l'horizontale, en verticale, en oblique. Et donc cela va permettre de réaliser des ablations, des découpes, mais dont la taille, l'épaisseur est de 1 micron. Il n'y a aucun bistouri mécanique, chirurgical, qui soit capable d'atteindre des niveaux de finesse aussi importants. Là, vous avez vu l'ensemble de la procédure, de l'installation jusqu'aux incisions. Le souci, c'est que ça, c'est la préparation à la chirurgie. Alors, on a toutes sortes de modalités. Ce que je vais vous montrer, plus que l'installation du laser au contact de l'œil, qui est sur cette vidéo, avec à peu près la même opération, c'est en bas, ici, la découpe théorique. À droite, en bas, la découpe réelle, prise juste après le laser. Donc, des découpes qui peuvent être avec des formes dont l'idée avec les machines actuelles, c'est donc cette préfragmentation. On va le retrouver avec différents types de systèmes, et cela peut permettre aussi de faire des découpes intracornéennes pour modifier la courbure de la cornée, corriger les astigmatismes, ou arriver à optimiser le résultat réfractif dans une chirurgie de la cataracte, parce que jusqu'à il y a encore quelques années, l'objectif d'une chirurgie de la cataracte, c'était d'enlever une opacité qui gênait la vision. Aujourd'hui, c'est d'en profiter pour corriger au maximum les anomalies visuelles qui préexistent, myopie, hypermétropie, astigmatisme, et il y a donc plusieurs techniques qui peuvent passer par les implants, mais aussi par la cornée. Tout cet ensemble est donc très 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 performant. Mais il faut déplacer le patient, et ça c'est un problème, parce que c'est toute une logistique lourde, compliquée, qui rallonge le temps opératoire. Et comme je vais vous montrer, comme la suite, l'aval du laser n'est pas d'une simplicité extrême, eh bien finalement, c'est une limite majeure à l'utilisation de ces 4 machines. Alors là, vous avez la 5e, celle qui ressemble à ce qu'on vient de vous montrer. La 5e, c'est celle qui a un bras qui va délivrer le laser sur l'œil du patient, enfin au niveau des structures de l'œil du patient, dans les conditions chirurgicales. On pose le bras du laser, conformément à ce qu'on vous a dit. Alors ce n'est pas robotisé sur cette machine, et on va le faire manuellement avec quelques aléas dans la manutention de l'appareil. L'appareil, de la même manière, grâce à l'imagerie embarquée, va permettre de repérer exactement les structures et de délivrer le laser proprement dit. Ce qui est intéressant, si je gagne un peu de temps, c'est qu'une fois que la technique est faite, on retire le bras du laser et on peut faire sa chirurgie dans les conditions chirurgicales normales, facilitées par le geste qui a précédé, par le fameux laser phintosgone. Le problème, c'est que c'est pas toujours si simple. L'enveloppe n'est pas toujours découpée de manière absolument parfaite, parce que la nature n'est pas absolument parfaite. Il peut y avoir des irrégularités dans les tissus. Là, vous avez donc cette préfragmentation qui va ensuite être aspirée, éliminée avec un mélange d'ultrasons et d'aspiration. Et effectivement, le but, dans un monde parfait, serait de se passer de sa délivrance d'énergie ultrasonique supplémentaire, puisqu'on a délivré de l'énergie par laser. C'est un peu dommage d'aller rajouter de l'énergie par ultrason. Et donc, depuis un certain nombre je dirais presque depuis les débuts, la réflexion pour essayer d'optimiser le laser, pour réduire l'aval,
évidemment, est une réflexion importante. Réduire l'aval, c'est faciliter la logistique en concentrant tout, même machine, même patient, même lieu, et c'est optimiser l'énergie pour la réduire en essayant d'éviter deux technologies complémentaires. On a donc des machines sur le marché qui ont des concepts communs, des différences. En commun, l'imagerie embarquée, la réalité augmentée. Si ça mérite d'en parler, c'est parce que c'est indiscutablement une technique d'avenir qui a besoin encore de s'améliorer. Ça a en commun aussi un prix non négligeable, ce qui évidemment est un frein à l'utilisation, à la fois dans l'usage et dans l'achat. Ça a un élément important en matière d'image vis-à-vis des patients. On a vu tout à l'heure, haute technologie, délivrance d'énergie faible, plus d'ultrasons, une espèce de machine tout en un, et en plus, cerise sur le gâteau, un robot. C'est joli quand même. Mais il est certain qu'il y a des limites. La chirurgie n'est pas toujours simple. L'organisation des soins peut être complexe. Le temps général est plutôt augmenté pour une chirurgie qu'on veut essayer d'optimiser et de faire le plus rapidement possible. Et puis, une étude qui a été une étude française qui est multicentrique, qui a essayé d'analyser le coût, le surcoût, l'intérêt, l'efficacité économique, et qui a quand même bien enfoncé le clou et plutôt mis le laser dans un cercueil en indiquant que finalement les avantages étaient relativement faibles par rapport au surcoût. Ça, c'est vrai pour les générations actuelles de laser. Il est évident que lorsque l'on pourra et ira encore plus loin dans la technologie, et c'est en cours, il y aura un avantage important. Qu'est-ce que c'est la chirurgie idéale finalement? Un laser sur place. Une aspiration optimisée avec le moins d'énergie possible. Avec une préfragmentation qui soit tellement forte, tellement puissante, que l'on n'ait pas besoin de faire quelque chose et qui fasse que le geste qui suit est un geste plus facile et non pas un geste aussi difficile, voire même un petit peu plus technique. Une chirurgie par micro-incision permettant de faire par l'aspiration des incisions encore plus petites que ce que nous faisons. Alors, on n'est déjà pas mauvais puisqu'on est à moins de 2 mm d'incision. Mais on peut, par ce type de technique, descendre au-dessous de 1 mm. Alors, c'est intéressant parce que l'accompagnement technologique accompagne la chirurgie et vice-versa. Aujourd'hui, les machines de phacoemulsification classique font du 1,8 mm. De toute façon, ça ne sert à rien de descendre plus bas parce qu'il n'y a pas d'implant qui permette d'être introduit par moins de 1,8 mm, qui est la limite, 1,5 à l'extrême rigueur, mais en forçant. Donc, il n'y a pas de motivation pour les développeurs d'implants à développer des implants nouveaux, puisque de toute façon, il n'y a pas de technique chirurgicale qui permette de descendre l'incision. Mais s'il y a moyen de descendre l'incision, le passé a toujours été dans ce sens. La chirurgie appelle la technologie appelle de nouvelles technologies, et on sait bien que les autres suivront. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a une complémentarité chirurgicale, et à la différence de ce qu'on pourrait croire, un robot complet qui fait tout, et puis on laisse le patient dans un coin, et puis on va faire autre chose pendant ce temps-là, et puis on revient une fois que c'est fini, ça n'est pas réel. Depuis ce fantasme de la chirurgie de la cataracte, qui serait une espèce de technicité automatisée où le chirurgien n'aurait rien à y faire, c'est à peu près comme en aéronautique. C'est pas parce que tout peut être fait, tout peut être programmé et automatisé dans le pilotage d'un avion du point de départ jusqu'au point d'arrivée qu'il ne faut pas de pilote. Le pilote va rester extrêmement important et ce pilotage va rester très important. C'est le pilote qui, de toute façon, va continuer à conduire la technologie et c'est ce que dira le pilote qui permettra aux industriels de développer des nouvelles technologies. Je vous remercie. Après cet exposé magistral, cher ami.